Toujours aucune nouvelle des 3 adolescents kidnappés en Cisjordanie il y a plus de 2 semaines et la tension monte à la frontière avec Gaza. L'armée israélienne a riposté ce week-end à une pluie de roquettes. Moscou vole à la rescousse de Bagdad. L'Irak reçoit des avions russes en pleine contre-offensive contre les djihadistes. L'assaut est toujours en cours pour reprendre la ville de Tikrit. Et puis on parlera football mondial 2014. Le Brésil retrouvera la Colombie en quart de finale après avoir arraché sa qualification face au Chili. Le pays hôte de la compétition a tremblé hier. Voilà pour les titres. Bonsoir, bienvenue. C'est le Grand Direct sur i24. Nos éditions spéciales ce soir, largement consacrées aux tensions entre Israël et la bande de Gaza. Elles ont connu, vous allez le voir, un nouveau regain ce week-end, alors qu'on est toujours sans nouvelles de ces 3 adolescents kidnappés selon le gouvernement israélien par le Hamas. Et c'est dans ce contexte tendu que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, doit prononcer d'une minute à l'autre un discours à la conférence annuelle de l'Institut pour les études sur la sécurité nationale, INSS. Vous voyez ces images qui nous parviennent en direct, tout est en place, le pupitre. Également une conférence, en tout cas, qui s'interroge cette année sur les options d'Israël face à l'échec du processus de paix. On va suivre dans quelques instants ce discours en direct en compagnie de nos analystes Dror Even-Sapir et Daniel Haig. Bonsoir messieurs. Bonsoir Daniel. Dror, quel va être l'objet de ce discours ce soir? Est-ce qu'on doit s'attendre à de grandes déclarations? Alors avec Benjamin Netanyahou, il est toujours difficile de prévoir. C'est un forum, celui de l'INSS, qui est un forum important. On sait que Benjamin Netanyahou consulte régulièrement les dirigeants du Centre pour les études de sécurité nationale, notamment le général de réserve Amos Yadlin qui dirige ce centre. Et ce qui est intéressant, Daniel, c'est que Amos Yadlin, ancien chef des renseignements militaires, ancien haut gradé de l'armée de l'air, est un ancien général donc, qui s'implique dans le débat public et qui préconise des mesures unilatérales, des retraits unilatéraux en Cisjordanie. Et Benjamin Netanyahou, il y a quelques semaines, dans une interview accordée à l'agence de presse Bloomberg, avait évoqué des mesures unilatérales sans prononcer le mot ni de retrait unilatéraux ni d'annexion unilatérale comme le demande l'aile droite du gouvernement. Mais ce concept d'unilatéralisme qu'on n'avait pas entendu parler depuis Ariel Sharon, donc depuis un bon moment, a fait son retour dans le débat public. Et Amos Yadlin, encore une fois, qui dirige le centre devant lequel Benjamin Netanyahou va s'exprimer tout à l'heure, eh bien Amos Yadlin est l'un des plus fervents partisans de mesures unilatérales dans un contexte d'échec des négociations de paix. Mesures unilatérales, c'est retrait ou annexion, Daniel ? Alors, d'abord, premièrement, je ne suis pas certain. Effectivement, on ne sait pas ce que va dire Benjamin Netanyahou, mais il est probable, bien entendu, qu'il parle du processus de paix, puisque c'est le thème de ce colloque, de ce forum. Mais je pense aussi qu'il y a un indice important. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou a accordé plusieurs interviews à plusieurs chaînes de télévision occidentales, des pays qui sont en négociation avec l'Iran et qui doivent reprendre les négociations prochainement avec l'Iran. Ce n'est peut-être pas anodin, d'autant plus qu'on sait que l'un des ministres, le ministre Steinitz, qui est responsable des affaires stratégiques, est parti à Washington pour débattre avec les Américains de la reprise de ces négociations avec l'Iran. Il n'est pas impossible que Benjamin Netanyahou évoque aussi la menace du nucléaire iranien. Dans la perspective régionale, en sachant que le IL se renforce et qu'il pourrait y avoir une menace, une tentative, peut-être une tentation de la part des Américains de se rapprocher du régime irakien d'Al-Maliki, Benjamin Netanyahou voudrait freiner d'emblée cette option et il est possible qu'il évoque donc longuement aussi la menace nucléaire iranienne. Et on attend donc d'une minute à l'autre ce discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l'INSS sur place. Écoutez le point de notre envoyé spécial Daniel Zeri. Oui, alors nous nous trouvons ici à l'Institut de recherche sur la sécurité nationale qui se trouve quelque part de l'Université de Tel Aviv, donc à Tel Aviv, où se déroule cet après-midi une conférence consacrée à analyser, en quelque sorte décortiquer l'échec du processus de paix israélo-palestinien sous l'égide des États-Unis il y a quelques mois et également de proposer des alternatives, des options alternatives pour Israël pour résoudre ce
conflit israélo-palestinien. Alors les chercheurs de l'Institut et quelques membres de la Knesset ont débattu à ce sujet sur le podium derrière moi tout au long de l'après-midi. Et puis dans quelques minutes, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est attendu pour donner son discours, pour s'exprimer également sur ce podium. Alors il va bien sûr parler de cet échec de ce processus de paix il y a quelques mois sous l'égide des États-Unis, réagir sûrement aux propositions qui ont été abordées tout au long de l'après-midi derrière moi, mais également, et il semblerait inévitable qu'il parle de l'opération Gardien de nos frères qui entre dans sa 3e semaine en Cisjordanie pour retrouver les 3 jeunes adolescents disparus, kidnappés depuis le jeudi 12 juin. Voilà, cette opération qui se poursuit pour retrouver ces adolescents kidnappés. On en reparlera un peu plus tard dans ce journal, car il faut le rappeler, c'est l'objet de Ben Sapir de ce discours. Quelle perspective d'Israël face à l'échec du processus de paix? On a appris ce week-end la démission de Martin Indyk, le médiateur américain dans les négociations israélo-palestiniennes. Est-ce qu'il s'agit d'une décision personnelle, comme ont pu l'évoquer certains médias israéliens? Bien, c'est un constat d'échec total. Ça peut être les deux. Une décision personnelle prise à la suite d'un constat d'échec total des négociations de paix. Et je vous rappelle, Daniel, qu'il y a quelques semaines, Martin Indyk avait fait endosser à Israël la responsabilité presque entière de l'échec des négociations à Israël et plus particulièrement à la politique de construction dans les implantations israéliennes de Cisjordanie. Je vous interromps car Benjamin Netanyahou est arrivé donc à cette conférence INSS sur la sécurité. On va tout de suite écouter donc son discours. Messieurs et mesdames les députés de la Knesset, chers invités de marque, à leur tête, notre ami Amos Yadlin, Frank Loy. Près d'ici, il y a une manifestation pour soutenir les 3 jeunes kidnappés. J'ai prévenu et demandé au ministre de la Défense, au chef d'état-major, au chef des renseignements de n'épargner aucun effort pour faire rentrer ces enfants chez eux. J'espère que nous allons réussir et nous n'allons certainement pas arrêter d'essayer de faire un maximum. Et ceci a lieu à la suite ou faisant partie d'un phénomène beaucoup plus large. Et je suis sûr que vous y avez réfléchi et vous en avez débattu dans les discussions que vous avez eues. Un changement historique qui a lieu actuellement dans notre région. Il y a eu des conséquences centrales pour la sécurité d'Israël et pour la sécurité du monde entier. Les accords Sykes-Picot qui ont mis en place il y a pratiquement un siècle les frontières de notre région, cet accord est désormais caduc. C'est un accord Sykes-Picot qui a été appliqué pendant la première moitié du XXe siècle par les forces coloniales et qui ensuite a continué à exister par les dictatures qui étaient pour la plupart laïques. Et quand ces régimes-là se sont effondrés au moment de la révolution arabe, eh bien, tous les génies enfermés dans les amphores du Proche-Orient ont commencé à ressortir et nous avons toutes les ethnies qui se battent entre elles, les divers mouvements et diverses tendances qui se battent et s'entretuent. Et l'espoir que des mouvements libéraux modérés prennent le pouvoir dans les pays arabes vont s'effaçant rapidement et nous attendons à de longues années maintenant de combats et d'instabilité dans la région. Et je dois vous dire que depuis le début du printemps arabe, j'étais parmi ceux qui étaient extrêmement dubitatifs, pour dire le moins, en ce qui concerne l'espoir pour le libéralisme. Et j'ai été accusé, on m'a donné des tas de noms d'oiseaux à ce propos, me disant que je ne comprenais pas ce qui se passait dans ce
nouveau Proche-Orient, etc., etc. Et justement, c'est pour cela, et que je vous surprendrai peut-être en vous disant que, à long terme, des 10, 30, 50 ou 100 ans à venir, l'islam extrême ira baissant. Il ira s'effondrant parce qu'il ne respecte pas l'initiative privée et personnelle qui est à la base du développement économique, j'allais dire du développement économique moderne, mais non, ce n'est pas vrai, le développement économique. Et il s'effondrera parce qu'il sera vaincu par la révolution des technologies et de l'information qui rendra de plus en plus difficile ces régimes qui ne pourront pas garder le contrôle à long terme des populations jeunes. Mais on pouvait dire des choses de ce type dans les années 30 du siècle précédent aussi sur l'avenir du nazisme dans son combat contre le monde libre. Effectivement, le nazisme a été vaincu, mais 60 millions d'êtres humains ont dû périr avant que les forces de la liberté, parmi eux un tiers des membres de notre peuple, ont péri avant que les nazis soient vaincus par les forces de la liberté. Et donc, avant l'effondrement de l'islamisme extrême, nous devons nous préparer aujourd'hui à 4 défis énormes qui nous attendent tous. Premier défi, c'est de défendre nos frontières. Simplement cela, défendre nos frontières. Les forces de l'islam extrémiste sont déjà en train de frapper à nos portes au sud et au nord du pays, au Liban et en Syrie. Les forces chiites du Hezbollah et de l'Iran sont en train de s'armer et de se préparer à des combats à l'avenir contre nous. De temps en temps, d'ailleurs, ils font des tests à ce propos. Dans le Sinaï, il y a des attaques qui sont menées contre nous par les sunnites et les djihadistes, et à Gaza, il y a les mouvements du Hamas et du djihad islamique qui nous combattent. Sur toutes ces frontières, nous avons mis en place des obstacles terrestres contre les pénétrations sur la terre d'Israël, sauf sur une frontière. Et la première chose que nous devons faire, c'est construire une barrière de sécurité à l'est. Nous allons la construire lentement depuis Eilat jusqu'à la barrière que nous avons déjà construite ces 2 dernières années sur le plateau du Golan. Et je voudrais dire les choses très clairement. La barrière n'empêche pas évidemment que des ennemis pénètrent sur notre terrain, n'empêche pas les tirs au-dessus de cette barrière de sécurité sur notre territoire, n'empêche pas de tirs de missiles au-dessus de cette barrière ou de creuser des tunnels sous cette barrière. Mais cela limite de manière extrêmement importante la possibilité de rentrer à pied dans l'État d'Israël. Et je voudrais vous proposer d'imaginer un instant ce qui aurait pu arriver face aux forces du djihad dans le Sinaï si nous n'avions pas construit cette barrière de sécurité sur la frontière israélo-égyptienne. Et maintenant, il est clair aussi pourquoi je m'entête à ce que la frontière de sécurité d'Israël sur la frontière Est continue à être construite le long de la rivière du Jourdain. Parce que qui sait ce qui peut arriver. Nous savons que le IIL peut être une attaque contre la Jordanie très rapidement et j'en parlerai ultérieurement. Et de toutes les manières, nous devons être capables de stopper les vagues de terrorisme et d'extrémisme qui peuvent arriver de l'Est jusqu'à la ligne du Jourdain. Et il faut que nous les arrêtions sur le Jourdain et pas dans la banlieue de Tel Aviv. Le deuxième défi qui nous attend, c'est de stabiliser la région plus à l'est du Jourdain. Donc à l'ouest du Jourdain, pardon. C'est là que il n'y a en Judée-Samarie aucune force qui peut défendre Israël, sauf l'armée israélienne, Tsahal et les forces de sécurité israéliennes. À chaque fois, et encore et à nouveau, on a fait la preuve qu'après que soient parties les forces occidentales, on ne peut plus faire confiance aux forces locales qui ont été formées par l'Occident pour qu'ils arrêtent les islamistes. C'est ce qui s'est passé avec l'armée libanaise face au Hezbollah après le départ d'Israël du Liban. C'est ce qui s'est passé dans la bande de Gaza lorsque
que les forces de l'OLP ont été massacrées par le Hamas après que nous soyons partis, et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Irak après le départ des Américains. Chers amis, c'est un fait. On ne peut pas l'ignorer à cause de conceptions politiques qui ne sont plus d'actualité. Il faut donc bien comprendre que dans tout accord à l'avenir avec les Palestiniens, Israël devra continuer à avoir le contrôle sécuritaire des territoires jusqu'à la Jordanie, et cela pendant une très longue période. C'est en fait la base concrète de l'idée de deux États-nations telle que je l'ai présenté lors du discours de Bar-Ilan et qui est resté mon idée. Et je l'ai défini de la manière suivante à l'époque: un État palestinien désarmé qui reconnaîtra l'État juif. Mais qu'est-ce que cela signifie, un État palestinien désarmé ? Et surtout, après ce qui se passe dans notre région, qui empêchera que l'on pénètre sur ce territoire et que de ce territoire on permette chez nous? Qui empêchera la fabrication de roquettes sur les terrains palestiniens pour qu'ils soient lancés sur les territoires israéliens? C'est ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, que nous avons entièrement quitté. Qui va empêcher d'envoyer des terroristes suicidaires des territoires palestiniens vers chez nous? Qui empêchera que se creusent des tunnels vers nos territoires depuis les leurs? C'est ce qui se passe aujourd'hui, encore une fois, dans la bande de Gaza, et pas seulement d'ailleurs dans la bande de Gaza. Qui va empêcher cela? Qui peut l'empêcher à part les forces de sécurité israéliennes, de l'armée et des renseignements, que ce soit en coopération avec les forces de sécurité palestiniennes ou pas? Ce que signifie le désarmement de l'autorité palestinienne, cela doit être le contrôle sécuritaire d'Israël, sinon les choses ne pourront pas résister. Et nous devons avoir cette conception mise à jour avec les Palestiniens, parce qu'il faut qu'il y ait un contrôle politique, économique palestinien dans les territoires qui seront sous leur contrôle, mais en parallèle, il faut qu'il y ait une activité sécuritaire israélienne sur le terrain selon les nécessités opérationnelles pour assurer que les organisations terroristes soient désarmées et contrôlées. Et donc, le désengagement des forces israéliennes amènera à la chute de l'autorité palestinienne et la montée de l'islam extrémiste, comme c'est arrivé à Gaza, et cela sera un danger immédiat pour l'État d'Israël. J'entends les arguments qui s'opposent à ces idées, qui disent que ça n'est pas possible parce qu'il faut qu'il y ait une souveraineté palestinienne, qu'on ne peut pas laisser des forces qui étaient en conflit avec l'autorité, etc. Ah ben oui, évidemment, c'était pas bien pour les Allemands qu'il y ait contre leur souveraineté une présence américaine, ou en Corée pendant 60 ou 70 ans après une présence américaine. Ça n'est pas bien non plus pour la souveraineté japonaise, où il y a eu des forces américaines. Et pourquoi? Justement pour défendre les raisons ou les nécessités sécuritaires des États-Unis pendant des décennies après. La souveraineté peut s'en adapter, peut se débrouiller pour répondre aux nécessités vitales sécuritaires qui vont arrivant chaque jour dans notre région. Cela nous engage à poursuivre la présence sécuritaire israélienne et les activités sécuritaires israéliennes en Cisjordanie, en Judée et Samarie, et ceux qui ne comprennent pas cela, eh bien, ne comprennent pas la réalité. Bien entendu, il y a des éléments de la communauté internationale qui refusent de manière permanente de reconnaître cette réalité, bien que je ne suis pas sûr que peu à peu nous n'arriverons pas à les convaincre. Mais les derniers qui seront convaincus, ce seront quelques pays de l'Europe occidentale qui continuent à appeler à toutes sortes de boycottage d'Israël à cause de notre présence et nos activités en Judée et Samarie, et sur le Golan, sur le plateau du Golan, ni plus ni moins. C'est ça le problème. C'est là la solution au problème, le Golan. Mais pour ce qui est de la question des implantations, c'est un des sujets que nous allons devoir régler et que l'on peut, à mon avis, régler dans un accord définitif. Mais ce sujet-là n'est pas la source du conflit entre nous et les Palestiniens. La source du conflit est le refus de reconnaître l'État juif dans des frontières quelles qu'elles soient. Et sans qu'on ait réglé cette question-là, aucune évacuation d'implantation ne changera quoi que ce soit, comme nous l'avons vu après l'évacuation de Gaza.
Et donc Abou Mazen, après avoir dit des choses très importantes en Arabie Saoudite contre les enlèvements, et doit maintenant absolument démanteler son alliance avec le Hamas, qui lève le drapeau des enlèvements, du terrorisme et surtout le drapeau de la destruction de l'État d'Israël. Mais quand nous reviendrons aux tables de négociation, ce que j'espère, nous devrons traiter non seulement de la question de la reconnaissance réciproque de deux États-nations et l'arrêt de l'appel à la violence permanente contre nous. Il nous faudra discuter aussi des arrangements sécuritaires qui permettront le contrôle sécuritaire qui sera le nôtre sur le territoire jusqu'au fleuve du Jourdain. Dans un avenir proche, il n'y a personne d'autre qui pourra le faire en notre lieu et place, ni les forces palestiniennes, ni les forces internationales. Comme nous l'avons vu encore et encore, les premiers ne sont pas capables de le faire et les autres, tôt ou tard, évacue, se replie. Le troisième défi qui nous attend, c'est la construction d'un axe de coopération régionale. Et je pense que ce n'est pas seulement un défi, c'est une occasion. Nous ne pouvons pas régler les conflits entre l'extrémiste sunnite et chiite, ni en Syrie, ni en Irak, ni ailleurs. Ces deux camps-là sont nos ennemis jurés, et que ce soit les dirigeants chiites en Iran ou le camp sunnite sous la direction de l'EIL et de Al-Qaïda. Mais ils sont aussi les ennemis d'autres camps, et c'est là que nous avons une occasion de coopération régionale renforcée. Et on peut encore renforcer cette coopération qui existe déjà. Nous pouvons et nous devons absolument empêcher l'atteinte d'extrémistes islamistes contre nous et les autres et d'autres. Nous devons soutenir les efforts internationaux pour renforcer la Jordanie et pour soutenir les aspirations kurdes à l'indépendance. La Jordanie est un État stable, modéré, avec une armée forte et qui sait se défendre. Et c'est pour cela, justement, que ces efforts internationaux sont très importants et qu'il faut les soutenir. Et c'est vrai aussi pour ce qui est des Kurdes, qui sont un peuple combattant, qui a prouvé un engagement politique modéré et qui a droit à une autonomie politique. Je crois que nous devons coopérer aussi avec l'Égypte et avec d'autres États afin de freiner l'étendue ou la victoire chiites extrémistes ou sunnites extrémistes dans leur territoire. Il me semble, Amos, quand nous avons discuté l'an dernier sur ces changements, et effectivement, il y a eu beaucoup de contacts et beaucoup de coopération, comme vous le savez, avec les États avec lesquels nous avons des accords de paix. Et je crois que comprendre que un tissu d'intérêts beaucoup plus large à travers tout le Proche-Orient, je pense que ceci n'est pas ou ne reste pas ma seule ou ma propre estimation uniquement ou l'estimation uniquement d'Israël, justement à cause de ce que je viens d'évoquer et encore avant les événements que nous voyons aujourd'hui. Mais le quatrième défi, et le dernier, et le plus important de tous, qui est commun à beaucoup d'éléments au Proche-Orient, c'est d'empêcher l'Iran de devenir un État prénucléaire. Nous devons empêcher que toute partie qui soit dans ce conflit sanglant de notre région n'atteigne des armes de destruction massive. Des armes de destruction massive ou des armes nucléaires mettront le monde entier en danger. Et de ce point de vue, il est préférable qu'il n'y ait pas d'accord, plutôt qu'il y ait un mauvais accord. Pour expliquer ce que c'est qu'un mauvais accord, j'expliquerai d'abord ce que serait un bon accord. Un accord sur les armes chimiques en Syrie, cet accord n'a pas fini ou terminé le conflit en Syrie, mais a fait sortir la majorité des produits chimiques et des capacités chimiques des mains syriennes. Et bien sûr, le travail n'est pas terminé, mais on y est presque.
et il y a encore quelque chose à faire. Et remarquez que j'ai utilisé le mot sortir les produits, à savoir l'accord en Syrie, je dois le dire, dirigé de manière très impressionnante par les États-Unis et la Russie. Cet accord-là a démantelé et a évacué de la Syrie les produits chimiques et les capacités de fabrication d'armes chimiques. Ça n'est pas l'accord auquel aspire l'Iran. Et malheureusement, il y a des signes qu'elle risque d'arriver à l'accord qu'il désire. L'Iran veut ne pas démanteler et évacuer, mais limiter et contrôler. Donc ne pas démanteler ses capacités, mais avoir des contrôles sur ses capacités. Avec un tel accord, et les produits fissiles et les moyens d'enrichissement d'uranium qui sont nécessaires pour fabriquer une bombe atomique, tout cela restera en Iran sous contrôle. Mais ce régime de contrôle ne peut empêcher l'enrichissement d'uranium vers une bombe atomique. D'abord et avant tout parce que l'Iran peut évidemment mentir aux forces de contrôleurs. Ils l'ont déjà fait pendant des années. Ils ont menti aux inspecteurs. Ou bien l'Iran peut faire encore autre chose. Tout simplement les mettre de côté et aller de l'avant. C'est toute l'idée, en fait, d'avancer. Le breakout, l'avancée, c'est de renvoyer les inspecteurs pour continuer à enrichir exactement ce qu'a fait la Corée du Nord. Le modèle de la Corée du Nord a été gelé et contrôlé. Contrôler, inspecter les capacités. L'accord en Syrie a été démantèlement des capacités et évacuation de ces capacités. Et la position d'Israël a été et reste que l'Iran n'a pas besoin de capacités d'enrichissement du tout, parce que si l'Iran veut de l'énergie nucléaire pour des raisons civiles ou pacifiques, l'Iran n'a même pas besoin d'une seule centrifugeuse. 17 pays font la fabrication d'énergie civile sans avoir de centrifugeuse, sans enrichir d'uranium. Nous entendons avec inquiétude le fait que les puissances ont l'air d'être prêtes à 5+1 de réduire le temps donné à l'Iran vers la bombe atomique de plusieurs années à une seule année, et s'il reste en Iran. Des milliers de centrifugeuses pour l'instant arrêtées. Concrètement, il ne faudra plus que quelques mois après ou quelques semaines même pour arriver à la bombe nucléaire. Si les puissances sont d'accord pour un tel accord, eh bien, ils laisseront l'Iran à la veille d'être nucléarisé. Ce sera une menace pour Israël et pour la région, et cela sera une nucléarisation très rapide provoquée pour tous les autres États du Proche-Orient. Un tel accord sera un danger énorme pour le monde entier. Maintenant, nous faisons tout ce qui est possible pour influencer les puissances pour qu'elles évitent de signer cet accord ou pour qu'elles essaient de l'améliorer. Nous dialoguons avec nos amis américains, avec les représentants de tous les États, des puissances 5+1. Nous parlons avec eux afin que le résultat que je viens de vous décrire n'ait pas lieu. Je ne peux pas être sûr que ce sera le cas. Pendant des années, nous avons lutté âprement contre la nucléarisation de l'Iran. Nous avons poussé à des sanctions contre l'Iran, et ces efforts ont effectivement freiné de plusieurs années les succès nucléaires iraniens. Et nous devons absolument continuer de toutes nos forces à empêcher l'Iran d'arriver à obtenir un accord une victoire sur l'Occident. Et si nous continuons à faire les efforts nécessaires, je suis persuadé que cela est possible. Chers amis, je reconnais parmi vous des amis de longue date, qui restent jeunes d'ailleurs. Oui, ça c'est de la bonne naphtaline qui préserve les gens en l'état. Au fil de toutes ces années, nous avons vécu beaucoup d'événements, mais une secousse comme celle que nous vivons aujourd'hui, nous ne l'avons pas vécue. Et cette secousse au Proche-Orient va durer encore de très longues années.
J'ai parlé de 4 défis: défendre les frontières, stabiliser la région avec une frontière de sécurité sur le Jourdain, et pour protéger nos centres de population, coopération régionale pour arrêter l'extrémisme islamique et pour empêcher aussi l'Iran de devenir un pays prénucléaire. Et je crois que tout cela sont des défis essentiels pour la sécurité d'Israël, mais dans la même mesure, je crois aussi que ce sont des défis importants pour la communauté internationale dans son ensemble et en particulier pour l'Occident. On regarde autour de nous et l'on peut voir la vérité à laquelle nous décrivons depuis déjà des décennies. Il n'y a pas d'autre ancrage à la stabilité et à la sécurité de notre région qui commence seulement à ressembler à Israël. Et nous devons faire tout ce qui est possible pour renforcer Israël, pour la sécurité d'Israël, pour la paix et la stabilité dans la région, pour notre avenir. Mais je le dis aujourd'hui, en regardant objectivement, pas seulement par nos yeux, nous devons continuer à renforcer notre pays et notre armée. Et pour cela, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de remplacement. Merci infiniment. Voilà donc pour ce discours que vous venez de suivre en direct, un discours traduit par Gisèle Habazon, direct de l'Université de Tel Aviv à l'occasion de la conférence annuelle sur la sécurité nationale. Avec moi, toujours Dror Even-Sapir et Daniel Haïk. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce discours? Il y a eu plusieurs sujets qui ont été évoqués, le processus de paix, l'opération Gardien de nos frères, l'Irak. Il faut dire que les Israéliens ne s'étaient pas beaucoup exprimés là-dessus. Qu'est-ce que vous retenez, vous, Dror Even-Sapir, de ce discours? D'abord que l'opération Gardien de nos frères a été évoquée, mais très brièvement et en début de discours, ce qui signifie que Benyamin Netanyahou n'a malheureusement à ce stade-là, rien de bien positif à annoncer aux Israéliens. Par contre, ce qui a retenu mon attention, alors c'était un discours assez long, il y a plusieurs points importants, mais sur le processus de paix et sur la vision de Benyamin Netanyahou. Lorsque Benyamin Netanyahou parle de 2 États pour 2 peuples, alors on sait, et il l'a dit à plusieurs reprises, que 2 États, ce serait un État palestinien démilitarisé qui reconnaîtrait un État d'Israël comme État-nation du peuple juif. Et là, il a rajouté quelque chose. Il est allé un petit peu plus loin, si vous voulez, dans le degré de précision concernant cet État palestinien démilitarisé qui pourrait voir le jour aux côtés d'Israël. Ce serait un État palestinien démilitarisé, sans aucune présence militaire, non, puisqu'il y aura toujours une présence militaire, sécuritaire israélienne, seule à même, nous dit le Premier ministre israélien, de garantir la démilitarisation effective de cet État palestinien. Donc, il prend en témoin les événements internationaux, oui, l'Irak avec... Est-ce que, lorsque Benyamin Netanyahou nous dit que la souveraineté palestinienne, et souveraineté, ça veut dire beaucoup de choses, peut s'accommoder d'une présence militaire israélienne, j'imagine qu'il y a peu de dirigeants au sein de la communauté internationale qui pourraient approuver cette formule, mais apparemment c'est ce que Benyamin Netanyahou a en tête lorsqu'il parle de 2 États pour les 2 peuples. Et là, on a donc eu droit à un Benyamin Netanyahou plus précis que d'habitude sur cette vision-là, et vous avez raison de l'affirmer. Tout cela s'inscrit dans le cadre d'un dérèglement régional de très grande ampleur, avec les progrès relatifs tout de même, qu'il ne faut pas non plus exagérer de l'île en Irak, qui menace jusqu'à la frontière jordano-irakienne. Alors l'armée irakienne a un petit peu repris du poil de la bête. On sait que l'armée irakienne est quand même beaucoup mieux équipée et beaucoup mieux entraînée que les djihadistes de l'île, mais tout de même la menace est réelle. La menace encore une fois se rapproche de la Jordanie, ce qui fait dire donc à Benyamin Netanyahou, sans surprise, que la frontière de sécurité de l'État d'Israël, la frontière orientale de sécurité de l'État d'Israël, c'est la vallée du Jourdain, présence militaire israélienne donc le long de la vallée du Jourdain, mais pas seulement, dans les territoires de Cisjordanie également, nous dit Benyamin Netanyahou, même lorsque l'État palestinien verra le jour.
Alors on l'a dit, hein, Daniel, l'Israël qui évoque peut-être pour la première fois de façon aussi détaillée la situation en Irak, et Benyamin Netanyahou qui a appelé à soutenir l'indépendance des Kurdes, qui est un nouvel allié, on l'a vu dans la région, avec ce pétrole qu'Israël vient d'acheter aux Kurdes. Oui, je crois que c'est un discours d'un Premier ministre qui est avant tout un féru d'histoire, le fils d'un historien et quelqu'un qui se place dans une perspective historique. Lorsqu'il mentionne le fait que l'accord de Sykes-Picot est caduc aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut totalement redistribuer les cartes dans toute la région, au Proche et au Moyen-Orient. Et il explique que ces changements sont d'une importance historique. Et donc, quelque part, il dit que quelque chose est en train de se passer. Lorsqu'il parle de l'islam, il dit que l'islam intégriste s'effondrera, mais à long terme. Ce qui veut dire qu'à court terme, il faut faire face ensemble face à cette menace de l'islam intégriste, de toutes ces ramifications d'Al-Qaïda, de l'EIL et de tout ce qui se passe, que ce soit du côté sunnite, du sunnisme extrémiste ou du chiisme extrémiste. Et là, Benyamin Netanyahou, en fait, imbrique le conflit israélo-palestinien dans une perspective totalement régionale. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire il n'y a pas le conflit israélo-palestinien d'un côté et ce qui se passe dans la région de l'autre côté. Tout est imbriqué. Et d'une certaine manière, on peut dire que même quelque part, le fait que le Hamas, aujourd'hui, soit dans le gouvernement d'union nationale, eh bien, c'est quelque part peut-être même l'intégration d'une cellule radicale extrémiste à l'intérieur de l'autorité palestinienne. Et donc, c'est pour cela qu'il appelle Mahmoud Abbas, qu'il salue au passage le discours important, a-t-il dit, de Jeddah, mais qu'il appelle Mahmoud Abbas à se débarrasser tout de suite du Hamas, parce que quelque part, pour Benyamin Netanyahou, le Hamas, c'est quelque peu une ramification, ça pourrait même être une ramification de l'EIL ou même de régimes sunnites radicaux. Et donc il y a une volonté de la part de Benyamin Netanyahou d'imbriquer les deux, et donc de dire que d'une certaine manière le problème du conflit israélo-palestinien, ce n'est pas le problème des Israéliens ou des Palestiniens, c'est le problème de l'ensemble du monde libre. Mais si je peux me permettre, c'est justement sur ce point-là que Benyamin Netanyahou a du mal à convaincre la communauté internationale et notamment les Européens et dans une moindre mesure les Américains, à savoir mettre dans le même sac le Hamas et les îles. Ça ne convainc pas, malheureusement du point de vue israélien, les preneurs de décision en Europe et dans une certaine mesure également aux États-Unis, qui ont vu encore une fois d'un assez bon œil la réconciliation interpalestinienne et la fondation d'un gouvernement d'union nationale. Pour les Européens et pour les Américains, le Hamas, c'est un islamisme national palestinien et ce n'est pas une branche d'Al-Qaïda ou de l'EIL, et Benyamin Netanyahou tente aujourd'hui de convaincre les Occidentaux du contraire, et ce n'est pas une mince affaire, c'est difficile. Alors messieurs, on va tout de suite retrouver à l'université de Tel Aviv notre reporter Daniel Ziri qui a suivi pour nous ce discours de Benyamin Netanyahou. Daniel, que faut-il retenir des dernières déclarations de Benyamin Netanyahou ? Bonsoir Daniel. Alors oui, on a suivi le discours du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ici près de l'université de Tel Aviv, à l'Institut de recherche sur la sécurité nationale. Aujourd'hui a eu lieu ici, juste avant le speech de Netanyahou, une conférence pour parler de l'échec du processus de paix sous l'égide des États-Unis il y a quelques mois, décortiquer cet échec, l'analyser et peut-être proposer un plan B, une solution ou une alternative à ce conflit israélien, à comment résoudre ce conflit israélo-palestinien. Alors Benyamin Netanyahou est arrivé sur le podium il y a quelques minutes. Il a fait son discours. Pas de plan B pour lui. Il n'a pas réellement adressé la question. Il a réitéré des propos et des points que l'on l'avait déjà entendus au cours des dernières années. Brièvement, il a rappelé que Israël fait tout son possible pour faire avancer et ramener les 3 jeunes chez eux, les 3 jeunes kidnappés en Cisjordanie. Donc il a brièvement parlé de cette opération qui entre dans sa 3e semaine maintenant. Il a parlé donc du processus de paix israélo-palestinien. Il a répété que tout accord de paix avec les Palestiniens doit, selon lui, inclure le contrôle sécuritaire d'Israël en Cisjordanie. Selon lui, Israël seul peut défendre son territoire. Alors il parle d'un accord de paix dans le cadre duquel le contrôle politique et économique
des territoires palestiniens restera aux mains des Palestiniens, mais sur le plan militaire, il parle d'un contrôle aux mains d'Israël, qu'Israël, selon Netanyahou, Israël seul pourrait empêcher la montée de groupes extrémistes, de groupes terroristes dans son territoire. Elle seule peut protéger son territoire. Il a appelé également Abbas à rompre son accord d'union avec le Hamas, un appel qu'on a déjà entendu un peu plus tôt dans la journée, notamment dans le Conseil des ministres ce matin, où il a répété ses propos. Merci beaucoup Daniel Zira en direct de l'université de Tel Aviv. Binyamin Netanyahou, vous l'avez suivi en direct sur notre antenne, a prononcé un discours, c'était il y a quelques minutes, un discours qu'il a inauguré par une phrase adressée tout d'abord aux familles des otages, à l'opinion publique israélienne. On est toujours sans nouvelles de ces 3 adolescents kidnappés il y a plus de 2 semaines maintenant et l'attente est de plus en plus difficile pour les familles des otages israéliens. Moment d'émotion, aujourd'hui elles se sont rendues sur les lieux du kidnapping. Regardez. Alors que la frontière sud d'Israël était au cœur de l'actualité ce week-end, les parents des 3 jeunes kidnappés continuent d'attirer l'attention des médias sur les recherches en cours. Pour la première fois, ils se sont rendus sur le lieu exact de l'enlèvement de leurs enfants près d'Hébron. 17 jours après, ils sont toujours sans nouvelles. Escortés sur les lieux par des soldats de Tzahal, les parents ont également visité le checkpoint de Tarkoumia ainsi qu'une base militaire. Ils ont eu l'occasion de remercier les troupes pour leurs efforts. Les 3 mères sont dès le départ devenues un symbole de cette opération. Leurs discours chargés en émotions face à la presse et à l'ONU ont particulièrement touché les Israéliens. Mais cet élan de solidarité envers les habitants des implantations montre aussi qu'en temps de crise, le peuple sait s'unir. En attendant, l'opération Gardien de nos frères se poursuit sans relâche en Cisjordanie. 7 Palestiniens ont été arrêtés au cours d'une descente réalisée dans la nuit, s'ajoutant aux 18 autres détenus de cette fin de semaine, dont 12 membres du Hamas. De plus, 190 sites suspects ont été inspectés par les forces israéliennes et une douzaine d'équipes de recherche poursuivent leur activité dans la région en quête d'indices. De recherches qui se poursuivent en quête d'indices. Daniel Haïk, jusque-là, l'armée continue à travailler selon l'hypothèse selon laquelle ces 3 adolescents sont toujours vivants. Mais aujourd'hui, plus de 2 semaines après leur disparition, est-ce qu'on doit redouter le pire également ? Il y a effectivement beaucoup de sources d'inquiétude, il y a beaucoup d'inconnus. L'une des inconnues, c'est de savoir que s'est-il passé après l'enlèvement de ces 3 jeunes. On connaît le nom des 2 Palestiniens qui les ont enlevés, qui les ont kidnappés, mais la logique aurait voulu on va prendre un scénario tout à fait plausible, que après qu'ils aient été kidnappés, eh bien, il est probable que si cet enlèvement avait été parfaitement programmé, il est probable que chacun des 3 enlevés ait été séparé de l'autre, pour éviter, dirons-nous, donner plus de chance aux ravisseurs de les conserver. Cela aurait exigé au moins, on va dire, 4 à 5 gardiens pour chacun des jeunes kidnappés. Or, on sait qu'il y a 2 Palestiniens qui ont disparu, qui sont portés disparus, Marwan Kawasme et Abou Ishé, mais on ne sait pas, on n'a jamais entendu parler d'autres Palestiniens qui auraient pu disparaître. Cela veut dire qu'il y a quelque part dans la chaîne de l'enlèvement, dans le processus de l'enlèvement, il y a quelque chose qui s'est produit, et c'est quelque chose qui s'est produit qui est inquiétant. Il n'est pas impossible que, par exemple, effectivement, les ravisseurs avaient programmé cet enlèvement jusque dans ses plus infimes détails, mais il est possible, par exemple, que les jeunes se soient rebellés dans la voiture. Il est possible qu'ils se soient défendus, qu'ils aient senti qu'ils étaient menacés, qu'ils aient voulu peut-être essayer de riposter face à leurs agresseurs. Et on ne sait pas, c'est peut-être le pire qui s'est produit. Bien entendu, on ne l'espère pas, mais il y a quelque chose qui s'est produit qui a empêché la chaîne de cet enlèvement de se poursuivre. On sait que, par exemple, lorsque Gilad Shalit a été kidnappé, eh bien, il y avait au moins 4 gardiens qui le surveillaient en permanence. 4 gardiens
on n'a aucun signe de gardien qui surveille ou d'aller et venue de personnes qui surveillent éventuellement 1, 2 ou 3 enlevés. Alors toujours pas de nouvelles de ces 3 adolescents israéliens et le week-end était tendu. 40 roquettes tirées contre Israël depuis le lancement des recherches des otages, 13 pour la seule fin de semaine. La tension monte dans le sud du pays. L'aviation israélienne a visé 12 cibles terroristes du Hamas, du djihad islamique et d'autres organisations dans la bande de Gaza cette nuit. On va tout de suite se rendre à Sderot où l'on retrouve notre envoyé spécial Maxime Pérez. Maxime, bonsoir. Après les tensions de ce week-end, quelle est l'atmosphère sur place ? Écoutez, situation calme mais tendue dans cette ville de Sderot où nous nous trouvons. Il y a quelques secondes, nous avons entendu 4 détonations assez loin de là où nous nous trouvons, mais elles attestent d'une tension permanente qui règne dans cette ville symbole du sud d'Israël depuis une dizaine de jours. Depuis ces opérations israéliennes en Cisjordanie, les attaques à la roquette sont sporadiques mais affectent le moral de la population. À chaque nouvelle alerte, à chaque explosion, eh bien, les habitants retombent dans l'angoisse, la psychose. C'est une situation difficile à gérer au quotidien, d'autant plus qu'elle dure maintenant depuis une dizaine d'années. Puis hier soir, il y a eu cet incident assez sérieux dans la zone industrielle de Sderot où une usine a été frappée de plein fouet par une attaque à la roquette. Nous y sommes d'ailleurs rendus un peu plus tôt pour prendre un petit peu le moral de la population et des employés de cette usine. Je vous propose de regarder ce reportage. Sderot a connu un nouveau miracle samedi soir. Contrairement à ce que suggèrent ces images de désolation, ce n'est pas une roquette, mais le gigantesque incendie qu'elle a provoqué qui a réduit cette usine de peinture à un amas de cendres encore fumantes. Habituellement, une cinquantaine d'ouvriers travaillent sur ce site. Quand l'attaque s'est produite, il n'était que 4 à l'intérieur et sont parvenus à s'extirper des flammes avec de légères blessures, mais sains et saufs. Il n'y a pas eu une, mais 2 roquettes qui sont tombées sur l'usine. Il y a eu ici un immense feu qui s'est propagé, mais les pompiers ont combattu, ils se sont vraiment battus comme des lions. Il aura fallu de longues heures aux équipes de pompiers pour venir à bout du sinistre. Un travail rendu dangereux à tout moment par les nombreux produits toxiques stockés dans l'usine et par le risque de nouveaux tirs de roquettes sur Sderot à tout instant. Au même titre que la municipalité, le gouvernement va apporter son aide. Nous sommes derrière tous les habitants de Sderot et nous soutenons également le maire de cette ville. Tout au long de la journée, les autorités sont venues exprimer leur soutien aux employés de l'usine. Parmi les personnalités politiques à avoir fait le déplacement, le ministre de la Sécurité intérieure, Yitzhak Aharonovitch. On est à près de 200 tirs de roquettes depuis le début de l'année sur toute la région sud d'Israël et également plus au nord. On ne peut évidemment pas rester les bras croisés. 200 missiles qui visent le sud du pays, ses habitants. Il y a ici une population de gens qui vivent et c'est le rôle du gouvernement de leur permettre de le faire. À Sderot, la reprise des tirs de roquettes met une nouvelle fois les nerfs de la population à rude épreuve. Beaucoup appellent à une réaction militaire forte et sans délai dans la bande de Gaza. Alors justement, Maxime Pérez, face à la détérioration de la situation sécuritaire, l'armée israélienne ne rejette pas aujourd'hui l'éventualité d'une intervention terrestre dans la bande de Gaza. Oui, l'option militaire est de nouveau évoquée, insistance au sein de l'état-major de Tsahal. C'est une initiative qui est également soutenue par plusieurs ministres du gouvernement. On a écouté ce matin, lors de la réunion du cabinet, les propos du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a averti les factions palestiniennes qu'Israël pourrait muscler sa riposte dans la bande de Gaza. Et d'ores et déjà, plusieurs divisions blindées stationnées dans d'autres régions d'Israël ont été informées qu'elles pourraient à tout moment être envoyées, converger vers la bande de Gaza dans la perspective d'une possible intervention militaire. Ça n'est évidemment pas d'actualité pour le moment, mais Israël se tient prêt à ce scénario parce que depuis 10 jours, les tirs de roquettes sont incessants et vraisemblablement se poursuivent depuis quelques minutes. Ils ont repris en tout cas. Et donc il faut se préparer côté israélien, une opération similaire à celle que nous avons pu voir en 2009 lors de l'opération Plomb Durci et 2 ans plus tard lors de l'opération Pilier de défense, l'objectif étant de rétablir la force de dissuasion israélienne dans la bande de Gaza.
Merci beaucoup Maxime Perez, en direct de Sderot, la ville de Sderot dans le sud d'Israël qui a été sous le feu des roquettes ce week-end, et Israël qui a donc riposté dans la bande de Gaza. Dans Reven Sapir, on vient d'entendre ce scénario, l'un des possibles scénarios, c'est Israël qui entrerait une nouvelle fois à Gaza pour une opération militaire. Et puis il y a un autre scénario, il a été évoqué par Avigdor Lieberman, cette fois le chef de la diplomatie israélienne, et selon lui, Israël devrait reprendre le contrôle de la bande de Gaza. Est-ce que c'est réaliste selon vous ? Il y a très peu de responsables militaires israéliens pour approuver ce genre de programme, une réoccupation en bon uniforme de la bande de Gaza, c'est-à-dire pas simplement une incursion militaire pour réduire à néant les cellules terroristes du Hamas, mais une réoccupation sur le long terme. Vous n'avez aucun responsable sécuritaire aujourd'hui en Israël, à mon sens, en tout cas à ma connaissance, qui pourrait approuver ce genre de programme. Par contre, une opération militaire à l'image de celle qu'on a connue il y a environ 2 ans, l'opération Pilier de défense, elle est envisageable si effectivement les choses s'enveniment, si effectivement les pluies de roquettes ne faiblissent pas en intensité. Et il faut tout de même garder quelque chose à l'esprit qu'on a tendance à oublier un petit peu, c'est que Benyamin Netanyahou, contrairement à son image publique, surtout à l'étranger, est un dirigeant qui fait un usage très prudent de la force militaire, contrairement d'ailleurs à son prédécesseur Ehud Olmert, qui a mené 2 guerres au Liban et puis dans la bande de Gaza. À l'époque, c'était l'opération Front Durci, une opération qui était d'une bien plus grande ampleur que celle qui avait été menée par Benyamin Netanyahou, donc l'opération dont on vient de parler il y a 2 ans. Benyamin Netanyahou, encore une fois, est quelqu'un qui se méfie de l'usage de la force, qui en fait usage, mais avec beaucoup de parcimonie. Donc une opération militaire n'est pas, bien évidemment, impossible, surtout si les pluies de roquettes vont en s'intensifiant, ce qui est tout de même une option assez peu probable étant donné l'état de faiblesse du Hamas, étant donné que le Hamas est dans un processus politique avec le Fatah et ce gouvernement d'union dont on a le temps de parler. Alors maintenant, le Hamas peut être débordé par des groupes encore plus extrémistes que lui, notamment le djihad islamique, qui est financé et qui est armé par l'Iran. Est-ce que l'Iran aujourd'hui a intérêt à semer les troubles faits au Moyen-Orient alors qu'il se rapproche plus ou moins des États-Unis face à l'ennemi commun qu'est le djihadisme sunnite? Ce n'est pas non plus une question, ce n'est pas non plus une option qui semble probable aujourd'hui. Par conséquent, dans l'état actuel des choses et dans l'état actuel des rapports de force, l'option d'une intervention militaire israélienne dans la bande de Gaza est peu probable, mais encore une fois, comme on l'a vu à plusieurs reprises au Moyen-Orient, même si les différents protagonistes ne veulent pas de ce genre de scénario peut tout à fait se produire. Alors, un rapport de force qui n'est pas en faveur du Hamas, et le Hamas qui est accusé, je vous le rappelle, par les autorités israéliennes du kidnapping de ces 3 adolescents israéliens kidnappés en Cisjordanie. Ça s'est passé il y a plus de 2 semaines maintenant. Et puis une information qui vient de nous parvenir, elle nous provient du site israélien Waydet, une information selon laquelle le père de l'un des 2 suspects du Hamas vient d'être arrêté, le père Omar Abou Aïché, qui avait donc été interrogé en exclusivité sur notre antenne. L'attente, on l'a dit, est longue pour ces familles des otages, et les élans de solidarité autour de ces familles se multiplient. Dernier exemple en date, ce grand rassemblement qui se tient en ce moment même sur la place Rabin à Tel Aviv pour réclamer la libération des 3 adolescents. Le nouveau président israélien Reuven Rivlin participe au défilé. On va s'y rendre tout de suite. On rejoint sur place Julien Baloul. Julien Baloul, bonsoir. Est-ce que les Israéliens ont répondu présents à cet appel de solidarité envers les familles des otages? Bonsoir Daniel, oui, j'espère que vous m'entendez bien. Il y a énormément de monde autour de moi. J'avais d'ailleurs même peur que la liaison téléphonique soit coupée. Il y a beaucoup de monde. Ce qui frappe tout d'abord, c'est qu'il y a beaucoup de personnes religieuses qui sont venues de l'extérieur de Tel Aviv, qui sont venues de tout Israël pour venir soutenir les familles. Le grand rabbin de Tel Aviv a pris la parole juste avant le président. Il a récité une prière, des psaumes pour les enfants. Le président élu de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, vous l'avez dit, a aussi pris la parole, où il a appelé le monde entier à se mobiliser. Et puis toute la soirée est très en symbole sur la façade de la mairie de Tel Aviv. D'ailleurs, en ce moment, sous mes yeux, la façade est éclairée avec un drapeau d'Israël. Le drapeau d'Israël laisse de temps en temps sa place au nom Eyal, Gilad et Naftali. Les noms sont écrits avec des lumières, des effets de lumière sur le mur, avec marqué « Ramenons nos enfants, Eyal, Gilad, Naftali ». Puis le drapeau d'Israël, c'est très émouvant à voir. Tout est en symbole aussi. Il y a eu le chanteur Rami Kleinstein qui a chanté la chanson Vélo Nigmar. Cette chanson, c'est quoi? Ça veut dire
n'est pas fini. C'était une chanson qu'il avait écrite pour Gilad Shalit. Pour vous dire à quel point les Israéliens ont l'impression de revivre un cauchemar malheureusement déjà connu. Et il a rechanté la chanson qu'il avait chantée pour Gilad Shalit. Et on le voit même dans les posters qui sont tenus, le graphisme rappelle celui de la mobilisation en faveur de Gilad Shalit. Les Israéliens ont malheureusement vraiment l'impression de revivre l'été de 2006. Et certains se disent que s'il y a aujourd'hui un concert, une mobilisation aussi importante, ça veut dire qu'il y a que peu d'espoir de les retrouver dans un avenir proche. On le voit, hein, une foule, hein, une marée noire derrière vous qui s'est mobilisée. Quel est le profil de ces personnes qui ont fait le déplacement ce soir? Est-ce qu'on retrouve toutes les composantes de la société israélienne, Julien, unies face à cette tragédie? Écoutez, je vous le disais, ce qui est très impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup de religieux, de sionistes religieux, hein, de personnes avec des kippas, alors qu'habituellement, aux festivités de Tel Aviv, c'est plutôt un public très laïque. Les laïcs sont là aussi, hein, ne se trompons pas, les laïcs sont là aussi, mais il est vrai que la population religieuse frappe à l'esprit tout de suite, ce qui laisse penser que la population religieuse se sente beaucoup plus concernée par cet événement. Peut-être, les laïcs sont quand même là aujourd'hui à Tel Aviv, mais la chaleur a dissuadé beaucoup de personnes de venir. Il fait très chaud aujourd'hui à Tel Aviv, et aussi un sentiment peut-être de lassitude face à des événements malheureusement tragiques qui se répètent. Merci beaucoup Julien Baloul en direct de la place Rabin à Tel Aviv où se tient donc ce rassemblement de solidarité. Daniel Haïk, ce n'est pas le premier élan de solidarité, hein. La société israélienne qui se mobilise autour de ces familles, des otages très courageuses. Malheureusement, la société israélienne a pris l'habitude quasiment depuis la création de l'État d'Israël de se mobiliser dans les drames. Elle a beaucoup plus de difficultés à s'unifier dans la joie et dans les festivités, mais c'est vrai que dans ce genre de situation, eh bien, elle parvient à s'unifier, même si effectivement il y a une forme de lassitude. Cela fait 15 jours que l'on se mobilise, que dans tous les courants de la société israélienne, on essaye de se mobiliser, d'évoquer, dirons-nous, les trois jeunes, et de mentionner le fait qu'on espère tous qu'ils reviendront en vie et en bonne santé dans leur foyer. Mais c'est quand même assez impressionnant. C'est tout de même le fait que, quelque part, même le symbole même, le fait même que ce rassemblement ait lieu sur la place Rabin, qui est d'une certaine manière, quelque part, un peu le fief de Tel Aviv, des habitants de Tel Aviv qui sont plus, on va dire, plus à gauche ou plus au centre-gauche, sans vouloir généraliser, mais c'est le fief d'une tendance qui n'est pas sioniste religieuse, le fait même qu'il qui s'identifie pas finalement à ces trois otages. Non, ça veut dire justement, ça veut dire qu'il s'identifie aussi au drame de ces trois familles. Mais il y a une volonté, le fait d'organiser ce rassemblement sur la place Rabin, eh bien c'est le fait de vouloir prouver une forme d'unité dans la nation, même si parfois il y a certains qui, avec une certaine forme de cynisme, disent que c'est un peu factice. Eh bien parfois, mais malgré tout, dans la société israélienne, vous avez l'air de moins y croire, hein, Dror Even Sapir, à ce rassemblement autour de ces trois otages. On peut se poser des questions sur le message qui est transmis par ce rassemblement. Est-ce que lorsqu'on verra les images et lorsqu'on les voit aujourd'hui d'un rassemblement qui est tout de même majoritairement, on l'a compris, à ce que vient de nous dire Julien Baloul, composé de sionistes religieux, le milieu dont sont issus les trois jeunes qui ont été kidnappés, est-ce que c'est le message que les proches des trois jeunes kidnappés veulent faire passer? Est-ce que le message, c'est celui d'un secteur de la population israélienne qui se mobilise, le secteur dont sont issus encore une fois les trois jeunes? Le message que veulent faire passer les proches, c'est que toute la société israélienne est mobilisée et touchée par cet enlèvement. Or, le message du rassemblement de ce soir, c'est qu'un secteur de la population israélienne est touché par... continue à se mobiliser en faveur des trois jeunes. Les absents ont toujours tort. Oui, mais c'est malheureux parce que le message n'est pas celui qui aurait dû être. Je rappelle transmis. en tout cas cette information de dernière minute, le père l'un des deux suspects du Hamas qui a été arrêté, qui est toujours recherché par la police israélienne, par les forces de sécurité israéliennes dans le cadre de ce kidnapping. Les pères de l'un des deux suspects du Hamas vient donc d'être arrêté. Il s'agit d'Omar Abou Aïchev, où on l'avait interviewé en exclusivité sur notre antenne. À suivre tout de suite dans le grand direct, la question du jour, elle est donc liée également au kidnapping. Israël doit-il stopper la coopération avec les Palestiniens jusqu'au retour des kidnappés? C'est dans une poignée de secondes. Toujours aucune nouvelle des trois adolescents kidnappés en Cisjordanie il y a plus de 2 semaines, et la tension monte à la frontière avec Gaza. L'armée israélienne a riposté ce week-end à une pluie de roquettes.
Moscou vole à la rescousse de Bagdad. L'Irak reçoit des avions russes en pleine contre-offensive face aux djihadistes. L'assaut est toujours en cours pour reprendre la ville de Tikrit. Et puis on parlera football mondial 2014. Le Brésil retrouvera la Colombie en quart de finale après avoir arraché sa qualification face au Chili. Le pays hôte de la compétition a retenu son souffle hier. La question du jour dans le Grand Direct, on l'évoquait en titre, on est toujours sans nouvelles de ces 3 adolescents israéliens kidnappés en Cisjordanie il y a plus de 2 semaines. Et ce soir, on s'interroge sur les conséquences de ce kidnapping sur les relations civiles entre Israéliens et Palestiniens. Bonsoir Sarah Gaudron. Bonsoir Daniel. Alors la question ce soir, les Israéliens doivent-ils suspendre leur coopération avec les Palestiniens jusqu'au retour des kidnappés? Absolument, et on a posé cette question-là parce qu'on le sait depuis l'enlèvement, cet enlèvement a eu des conséquences sur les relations au niveau des autorités israéliennes et palestiniennes, au niveau de la coopération sécuritaire, mais pas seulement. L'enlèvement n'a pas épargné le débat dans la société civile. Et regardez cette déclaration, écoutez cette déclaration qu'il y a eu récemment, celle du chirurgien israélien, le docteur Meshali, qui est un proche de l'un des adolescents enlevés et qui avait déclaré il y a quelque temps rencontrer à présent beaucoup de difficultés au niveau personnel pour continuer à exercer son métier et à opérer des Palestiniens. Pourtant, au niveau de la société civile, des associations humanitaires israéliennes continuent à intervenir en Cisjordanie, ce qui nous a donné l'occasion de poser cette question à nos téléspectateurs. Et vous allez voir les réponses. Une très grande majorité d'entre eux estiment qu'il faut suspendre la coopération des Israéliens avec les Palestiniens jusqu'au retour des kidnappés contre un petit 23%. Alors une très ferme opposition, quels sont les arguments avancés par ces internautes, ces téléspectateurs qui refusent une coopération tant que les otages ne sont pas revenus? Eh bien, vous allez voir, le premier point à souligner pour comprendre leur réaction, c'est que pour eux, ils ne font aucune différence entre l'autorité palestinienne, le Fatah, le Hamas, les Palestiniens, la société civile. Et bien sûr, on va ressentir ça dans leur réponse, puisque pour eux, du coup, les Palestiniens qui représentent un tout, on ne doit rien laisser passer. Il faut utiliser tous les moyens de pression, tous les moyens pour retrouver ces 3 jeunes adolescents enlevés. Regardez, pour Manu Frank, il y a une alliance entre Fatah et Hamas, acceptée par tous, y compris par les Palestiniens. Donc pour lui, tout le monde est d'accord avec la ligne politique menée par le Hamas notamment. Il faut donc envoyer un message fort, nous dit-il, et dans ce message fort, eh bien, il s'agit aussi de cesser cette coopération dont on parle. Un avis qui est partagé par Boddana. Pour lui, c'est une évidence. Comment peut-on coopérer avec une communauté qui ne souhaite que votre destruction? Il nous écrit évidemment d'Israël. Comment coopérer avec une communauté qui s'attaque au quotidien à des innocents et empêche le pays de vivre et de s'épanouir en paix? Alors il y a tout de même des nuances, comme nous le dit Sébastien Torlot. Tous ne sont pas responsables, bien sûr, mais on n'entend jamais, nous dit-il, les citoyens palestiniens qui sont contre ce genre de violence. Il faut donc cesser les coopérations pour les pousser à se mobiliser contre ce type d'action. Il faut les mettre au pied du mur, nous dit Skema Madoris. Et puis regardez cette conclusion de Karine Rossi. Tant que les enfants ne sont pas rendus à leur famille, il faut cesser toute coopération car Israël paye le prix fort en s'acharnant à défendre ses valeurs humanitaires. Alors on va voir si Claude Samuel, membre de l'association des médecins pour les droits de l'homme, partage cet avis. Claude Samuel, vous êtes en ligne avec nous. Tout d'abord, une réaction, ça vous surprend cette large majorité de nos téléspectateurs qui affirment qu'il faut suspendre la coopération entre civils israéliens et palestiniens tant que les otages n'auront pas été libérés? Tout d'abord, il faut considérer vos auditeurs soit comme israéliens, soit comme juifs vivant dans la diaspora. Je ne crois pas que la communauté juive de la diaspora doive donner des leçons à la communauté israélienne. Nous vivons dans un drame, il faut que l'on en sorte, et en sortir, c'est arriver vers la paix. La paix, c'est la collaboration, c'est l'aide humanitaire, c'est le soutien de peuple à peuple. Notre action humanitaire ne vise ni le Hamas ni le Fatah, mais les civils palestiniens qui vivent dans les territoires.
Et je crois qu'il est important, surtout dans ce moment très difficile, de continuer à mener notre action de façon à faire comprendre que la paix viendra non pas par les dirigeants qui ne sont pas capables de s'entendre, mais par une espèce de collaboration intime entre les Israéliens, les médecins israéliens et la population palestinienne. Merci beaucoup Claude Samuel pour cette réaction. Je vous rappelle que vous êtes membre de l'association des médecins pour les droits de l'homme, finalement, Claude Samuel, qui coopère chaque jour, c'est son quotidien, cette coopération de civils entre Israéliens et Palestiniens. Et selon lui, c'est par là que doit passer la paix. Est-ce que certains téléspectateurs, ces 23%, partagent cet avis? Écoutez, tout à fait, il vient de résumer l'opinion de ces 23% et a précisé que l'ONG de Claude Samuel continue à intervenir depuis l'enlèvement. Ils sont rendus en Cisjordanie il y a ne serait-ce que quelques jours. Regardez, nous le disions, les 23% qui sont pour la poursuite de la collaboration, eux, contrairement aux autres, font complètement la distinction entre l'autorité palestinienne, le Fatah, le Hamas et les citoyens et la population. Et puis pour eux, eh bien, ils sont d'accord avec Claude Samuel, l'aide humanitaire a une autre vertu, celle d'arriver peut-être à la paix. Regardez, Sophie Lucchini, l'enlèvement est un acte isolé, aucune raison d'arrêter la coopération. Les civils n'ont rien à voir avec cet enlèvement, pourquoi les punir, nous dit Cathy Fergan. Et puis cette aide humanitaire, on en parlait, pour Stéphanie Michel, la paix ne viendra que comme ça. Arrêter les collaborations serait la pire des choses. Le dialogue serait alors interrompu. Si on stoppe la collaboration qui a mis des années à être instituée, il n'y a plus aucun espoir pour la paix dans la région. Pour eux, la coopération permet le dialogue, une meilleure connaissance sur le terrain de la population et donc peut-être un jour la paix. Pour conclure, on parle des ONG, mais l'armée et les autorités israéliennes, eux aussi, font la distinction entre les questions humanitaires et les questions sécuritaires. Et même dans ce genre de contexte, quelques jours seulement après l'enlèvement de ces 3 adolescents, la femme de Mahmoud Abbas était elle-même hospitalisée dans un hôpital de Tel Aviv. Elle avait donc été autorisée par l'armée, par les autorités israéliennes, à venir en territoire israélien pour se faire soigner. Merci beaucoup Sarah Gaudron, c'était donc la question du jour. On vous retrouve dès demain. L'actualité du jour également dominée aujourd'hui par la contre-offensive de l'armée irakienne face aux djihadistes. Elle tente de reprendre aux mains des insurgés la ville de Tikrit, cet ancien fief de Saddam Hussein situé à 160 km au nord de Bagdad. Et dans ce contexte, les troupes irakiennes ont reçu aujourd'hui un soutien bienvenu, une première livraison d'avions de combat russes. On voit ça avec Elsa Mourg. Les puissances internationales sont entrées dans la bataille ce dimanche, non pas sur le terrain, mais en apportant un soutien militaire à l'Irak. La Russie a livré une douzaine d'avions d'attaque au sol, des Sukhoi Su-25, grâce à un accord à 500 millions de dollars conclu jeudi dernier. L'Occident est néanmoins divisé sur une intervention. Les États-Unis ne souhaitent pas engager des troupes sur le terrain et ont proposé les services de conseillers militaires pour aider l'armée à contrer l'offensive des djihadistes. De son côté, William Hague, le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, demande au préalable des changements politiques à l'Irak. Il est clair qu'ils ont besoin d'un nouveau gouvernement plus inclusif, dont les membres ont un réel sens du partenariat. Ils font face à une menace mortelle dans l'État irakien. Donc j'ai bien insisté sur la nécessité de travailler ensemble. Ensuite, l'étendue de l'aide internationale dépendra de leur détermination. Mais en fin de compte, ce sont des frappes aériennes que réclament les forces irakiennes. En attendant, elles tentent de faire front commun avec les Kurdes. Les soldats retraités de la région autonome kurde ont d'ailleurs été rappelés à prendre du service. Et comme le montrent ces images, ils reçoivent un entraînement intensif avant de rejoindre la ligne de front. Ils combattent aux côtés des forces irakiennes pour tenter d'empêcher les djihadistes de l'EIIL, l'État islamique en Irak et au Levant, de pénétrer dans le nord. C'est là que les combats se concentrent, ainsi qu'autour de la ville de Tikrit. Dans le passé, nous avions affaire à de petits groupes de terroristes qui effectuaient des opérations suicides ou faisaient sauter des voitures. Maintenant, nous sommes en plein milieu d'un conflit armé quotidien sur plus de 1000 km de front avec tous ces militants. Il y a une grande différence entre aujourd'hui et ce qu'il y avait avant.
Cependant, les soldats de l'armée irakienne ont déserté plusieurs avant-postes, abandonnant du matériel militaire récupéré par les insurgés sunnites. Mais le vide a été comblé par les Kurdes. Même si la situation revenait à la normale, ils ne sont pas prêts de remettre ces territoires sous un contrôle irakien. Et direction l'Ukraine, où les rebelles pro-russes ont libéré les observateurs de l'OSCE. Ils étaient retenus en otage depuis le 26 mai dernier. Ce geste des séparatistes qui intervient dans le cadre de nouvelles discussions avec des représentants de Kiev pour tenter de préserver le fragile cessez-le-feu mis en place la semaine dernière. Les détails avec Leslie Rezoug. Le cessez-le-feu résiste dans l'est de l'Ukraine. Le président Porochenko a annoncé l'extension de la trêve à 72 heures supplémentaires. Un cessez-le-feu qui devrait donc durer jusqu'à lundi, mais qui ne plaît pas à tout le monde. Actuellement, nous, les volontaires du bataillon Donbass, sommes prêts à commencer une opération militaire contre les terroristes, mais le président est contre cela. C'est pourquoi nous sommes venus ici exprimer notre mécontentement. Nous ne sommes pas d'accord avec le président. Des incidents ont toujours lieu sur le terrain. Samedi, 3 membres de l'armée ukrainienne ont été tués. Une nouvelle preuve de la mobilisation des séparatistes pro-russes contre le pouvoir de Kiev. Nous sommes prêts pour le compromis, mais nous ne serons jamais d'accord avec les conditions que le prétendu pouvoir de Kiev veut imposer. Nous ne déposerons jamais les armes. Malgré tout, les rebelles ont libéré samedi les 4 observateurs de l'OSCE basés à Lugansk après un mois de captivité. Une concession importante pour les représentants de la République populaire autoproclamée qui ont malgré tout réaffirmé que les otages avaient été bien traités. Les ex-otages observateurs de l'OSCE vont bien. Nous leur avons donné à manger et à boire sur le chemin, ils vont plutôt bien. Ils ne mourraient pas de faim et de toute façon, personne ne les a blessés. De leur côté, les dirigeants de l'Union européenne ont signé vendredi un accord d'association historique avec l'Ukraine et ont donné jusqu'à lundi à la Russie pour prendre des mesures visant à mettre fin à l'insurrection séparatiste sous peine de nouvelles sanctions économiques cette fois. En bref, au moins 11 morts, c'est le bilan du nouvel effondrement d'un immeuble en Inde. Il s'agit d'un immeuble d'habitation en construction situé dans le sud du pays. Des dizaines d'autres victimes pourraient être piégées dans les décombres. C'est ce qu'annoncent les autorités au lendemain d'un accident identique qui s'était produit à New Delhi. C'est parti pour le mois du Ramadan. Le coup d'envoi a été donné aujourd'hui dans la plupart des pays musulmans. Reportage tout de suite en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, où les croyants, vous allez le voir, observent le jeûne malgré un contexte tendu, comme nous l'explique Steve Jourdain. Pas de nouvelle lune en vue vendredi. Le jeûne commence donc dimanche, selon une interprétation du Coran adoptée par les autorités religieuses palestiniennes. À Gaza, la religion n'évince pas la politique pour autant. J'espère que ce ramadan va bien se passer. J'espère que le siège de la Palestine va se terminer et que les prisonniers seront libérés. La fête, c'est avant tout l'abstention, le jeûne, l'un des 5 piliers de l'islam. Mais chaque soir, quand la lune réapparaît, amis et familles se retrouvent autour d'une table pour un moment d'échange et de partage. Si le marché de Hebron connaît comme chaque année un grand succès, la situation sur le terrain n'est pas sans conséquence pour la population. La situation n'est pas naturelle. Ce n'est pas un ramadan comme les autres, comme les années précédentes. Nous accueillons le ramadan avec joie, mais malheureusement, l'opération militaire israélienne nous atteint gravement. Le ramadan est le mois de la patience pour les musulmans. Bien qu'Israël tente de gâcher la fête, nous n'avons peur de rien. Nous ne craignons pas les menaces. Je veux parler de l'occupation. Il n'y a rien de pire. Si l'occupation continue, nous espérons que Dieu sera à nos côtés. Pendant 30 jours, l'appel à la prière va rythmer la vie de la communauté. Selon des statistiques difficiles à établir, on compterait 3 600 000 musulmans parmi la population palestinienne. Voilà donc pour le Ramadan, vous regardez le Grand Direct, tout de suite on parle culture. L'UNESCO vient d'inscrire un village de Cisjordanie à son patrimoine mondial. Il s'agit du village palestinien de Batir, dont la particularité d'être situé à l'endroit où doit passer la barrière de sécurité érigée par Israël à la limite des territoires palestiniens. Une barrière que dénoncent les habitants de ce village. Reportage sur place, Maël Benoliel. L'UNESCO a tranché. Lors de sa 38e session, le comité du patrimoine mondial réuni à Doha a approuvé l'inscription à la liste du patrimoine de l'humanité d'un village palestinien de Cisjordanie. Situé à quelques kilomètres au sud-ouest de Jérusalem, entre Naplouse et Hébron,
Le village de Batir possède un système d'irrigation unique qui utilise des terrasses artificielles et un réseau relié à des sources naturelles qui alimentent le village en eau depuis 2000 ans. Un paysage culturel qui se trouvait, semble-t-il, menacé par le tracé de la barrière de sécurité séparant Israël des territoires palestiniens. Après une assignation en justice à l'encontre du ministère de la Défense israélien en 2007, le maire de cette localité de 4000 habitants, par l'intermédiaire de l'autorité palestinienne, avait fini par envoyer une demande à l'UNESCO pour empêcher toute destruction de son système d'irrigation. Nous combattons depuis 2006 contre la construction de ce mur et finalement cette décision a été prise. Nous espérions vraiment conserver cette zone pour les habitants de Batir, mais aussi pour tous les visiteurs. C'était aussi important pour la paix dans la région, car nous avons toujours vécu ici dans la paix et sans aucune frontière depuis des milliers d'années. Et jusqu'à présent, il n'y a jamais eu aucun incident et nous espérons bien que cela va continuer dans le futur. Une décision évidemment saluée par les habitants de Batir, pour qui l'agriculture locale constitue la principale source de revenus. Nous étions heureux d'apprendre qu'il ne sera pas construit de barrière ici. Ceci est notre terre et la terre de nos enfants. Où nos enfants auraient été vivre s'ils nous avaient confisqué notre terre. Sollicité, le ministère de la Défense israélien a pris acte de la décision de l'UNESCO. La clôture prévue autour du village de Batir est faite pour protéger les citoyens israéliens du terrorisme. La clôture n'endommagera en aucun cas les ressources du village, les terrasses seront préservées et le système d'irrigation ne sera pas altéré. Tsahal a conscience des trésors naturels et culturels de cet endroit, mais s'engage avant tout à préserver la sécurité des citoyens d'Israël. Intégrer la liste du patrimoine mondial va conférer certains avantages au village de Batir, notamment l'accès aux fonds de ce comité onusien. Ce site s'est vu attribuer le 1001e label patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela va encourager l'identification, la protection et bien sûr la préservation du site. Cela va aussi développer le tourisme dans la région. La bataille pour la sécurité a parfois ses limites quand celle-ci touche au patrimoine de l'humanité. Pour les habitants de ce petit village de Cisjordanie, la décision de l'UNESCO marque une victoire. Les terrasses de Batir seront préservées, la barrière de sécurité, quant à elle, sera déplacée. Daniel Haïk, on vous retrouve. Victoire des Palestiniens auprès de l'UNESCO. Mais ce qui est surprenant, c'est que cette victoire, elle a été rendue possible également grâce à l'aide d'habitants juifs. Oui, effectivement, aussi surprenant que cela puisse paraître, eh bien, il y a eu une coopération tout à fait étonnante, mais qui existe sur le terrain entre les dirigeants de ce village et certains militants verts du village de Kfar Etzion, qui est un village voisin. Le village de Kfar Etzion se trouve dans la région du Gush Etzion, dans le bloc Etzion, et ces militants verts qui ne voulaient pas eux aussi de la barrière de sécurité ont déposé avec les leaders palestiniens. En fait, ils ont préparé le dossier qu'ont déposé en fait les leaders palestiniens devant l'UNESCO, et c'est grâce à eux, grâce à leur intervention aussi, que cette décision a pu être prise par l'UNESCO, et eux-mêmes espèrent que la barrière de sécurité ne viendra pas couper ce village. Et c'est important de le souligner parce que en fait le village de Kfar Etzion dont je viens de parler, c'est le village d'où sont partis les jeunes de la yeshiva, de l'école d'institut talmudique, qui ont été kidnappés il y a de cela 2 semaines et demie. Eh bien, c'est de ce village dont la yeshiva est située dans ce village-là, et quelque part c'est la preuve qu'il y a, malgré tout, malgré les difficultés, malgré les attentats, malgré les kidnappings, il y a une volonté de la population de ce village juif et de ce village arabe de vivre ensemble. Il y a une coexistence pacifique en général, et elle est troublée malheureusement par des organisations terroristes, comme on l'a vu apparemment, comme par le Hamas apparemment, mais dans l'absolu, eh bien, ces deux populations essayent de vivre en bonne coexistence, et elles essayent de le faire le maximum dans cette région du Gush Etzion, région particulière dans l'État d'Israël. Là encore un bel exemple de coopération. Merci Daniel Haïk. Tout de suite, on passe à l'actualité sportive dans le Grand Direct. Et on n'y échappe pas, bien sûr. Le point sur le mondial 2014. Après une victoire sur le fil, le Brésil a donc gagné son billet pour les quarts de finale. Le pays hôte de la compétition affrontera la Colombie vendredi. Regardez. Certes, le Chili plie bagage et rentre à la maison. Sa Coupe du Monde est terminée. Mais que ce fut compliqué pour les joueurs de la Seleção. 90 minutes n'auront pas suffi. Les 30 minutes de prolongation non plus. C'est au tir au but que les joueurs de Felipe Scolari ont sauvé leur peau face à des Chiliens survoltés.
Le gardien Julio César est à la fête. Décrié pour son manque de rythme au début du mondial, le portier a sauvé la Seleção en stoppant les 2 premiers tirs au but du Chili. Le Brésil est beau, formidable. Vive Julio César, vive Julio. Le Chili retourne à la maison. C'est finalement Neymar qui enverra le Chili dans l'avion du retour. La star brésilienne a marqué le tir au but victorieux. Pour la 6e fois consécutive, le Brésil disputera un quart de finale de Coupe du Monde. Au programme, la Colombie de James Rodriguez. Depuis son domicile de Montevideo, Luis Suarez, suspendu, a pu voir le meneur de jeu colombien faire voler en éclats les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Après l'affaire Suarez, après tout ça, nous devons désormais avancer. Allez l'Uruguay de tout notre cœur. Le match contre le Brésil sera très difficile, mais nous avons une équipe géniale et nous ferons de grandes choses dans cette Coupe du Monde. Pour l'heure, place aux autres 8e de finale. Les Pays-Bas défient le Mexique dans un match qui devrait tenir toutes ses promesses, avant un intriguant Grèce-Costa Rica un peu plus tard dans la journée. Allez, on prend tout de suite la direction de Paris où la rédactrice en chef du service des sports, Valérie Pérez, a élu domicile le temps du mondial. Bonsoir Valérie. Alors d'autres équipes doivent prendre le train des quarts de finale ce soir. Oui, bonsoir Daniel, c'est vrai, vous avez raison, je viens d'entendre et de voir votre reportage. Il y a eu beaucoup de surprises, de très belles histoires pour cette compétition. C'est une Coupe du Monde qui est vraiment inédite, puisqu'on l'a vu, les grosses équipes sont déjà sorties et maintenant il y a de très belles surprises. C'est pour ça que cette Coupe du Monde est très intéressante. En ce moment même, il y a un match qui est en train de se jouer. C'est les Pays-Bas qui affrontent le Mexique. Le Pays-Bas qui est la meilleure attaque de cette compétition avec 10 buts marqués contre la meilleure défense. Alors à la 48e minute de jeu, le Mexique a ouvert le score, mais à la 88e minute de jeu, les Pays-Bas ont égalisé. On arrive, ça y est, il y a un autre but des Pays-Bas. Là tout de suite, on en est à 2-1. Donc visiblement, Daniel, je vous le dis en direct, il n'y aura pas prolongation. Un magnifique but de classe jeune Huntelaar sur penalty. Donc je peux vous dire, je crois là tout de suite que le match va être terminé dans quelques secondes. Et ce sont les Pays-Bas qui vont donc composter leur billet pour ces quarts de finale. On l'avait dit avec Emmanuel Petit et Sidney Govou qu'il fallait se méfier du Mexique. Effectivement, ils ont ouvert le score, mais le Pays-Bas a des ressources. Ils sont habitués à ce genre de compétition. Ils ont un effectif qui n'est pas sur 2 cette année, qui ont vraiment pris les matchs les uns après les autres et ils ont prouvé, c'est comme ça qu'on voit les grandes équipes, ils ont prouvé qu'ils avaient les ressources en eux pour accéder au quart de finale. Alors a priori, le match est terminé, mais ce soir, surtout ne ratez pas, il y a une autre affiche. C'est Costa Rica-Grèce, un alléchant match, vraiment à ne rater sous aucun prétexte, puisque le Costa Rica, c'est cette équipe surprise dans le groupe de la mort, et c'est eux qui ont été les tueurs, puisque c'est eux qui essayent d'aller en quart de finale contre la Grèce, qui ont gagné l'Euro 2004, qui n'ont pas fait grand-chose depuis lors, mais qui sont là, toujours en lice, et qui donneront tout, avec tout un pays derrière, pour accéder au quart. Merci beaucoup Valérie Pérez en direct de Paris, rédactrice en chef donc, du service des sports sur i24 News. On vous retrouve chaque jour dans le journal du sport pour suivre le mondial 2014 avec ces temps forts. À suivre dans le grand direct tout de suite, c'est le débat consacré ce soir à la situation en Irak. Restez avec nous.